Je vous ai parlé du lecteur, je vous ai parlé de vous, et maintenant je vais vous parler du lieu de votre rencontre, qui est la fiction ou le roman, pour ceux d'entre vous qui sont en train d'écrire un roman. Alors, la fiction ou le roman, c'est un lieu qui a à la fois un temps, un espace, et une voix qui lie cet espace et ce temps, c'est la voix du narrateur. Donc, temporalité, pluralité et narration, c'est les trois choses dont on va parler maintenant. Sur la question de la temporalité, votre texte est organisé logiquement et doit être organisé avec une certaine progressivité qui est une suite de péripéties qui va vers une résolution. Les péripéties doivent être de plus en plus importantes et doivent s'organiser logiquement. C'est quelque chose dont on a déjà parlé. Ensuite, la notion de pluralisme, c'est-à-dire je vous parle d'un lieu. Un lieu est quelque chose où il y a plusieurs objets et il y a des distances. En fait, si vous voulez vous exprimer, ce n'est pas nécessairement le roman qui est le meilleur lieu pour vous exprimer si vous avez quelque chose à dire. Parce que, en fait, dans un roman, on ne s'exprime jamais directement. Si on veut s'exprimer directement, il faut écrire un essai, il faut publier une tribune dans un grand quotidien du soir francophone. Mais en tout cas, le roman n'est pas nécessairement le meilleur moyen. Si vous voulez vous exprimer dans le roman, vous allez vous exprimer indirectement à travers des masques qui vont incarner des positions, et ces masques, ce sont les personnages. Donc il y a bien une possibilité d'expression, mais elle se fait à travers un certain pluralisme, à travers une certaine polyphonie, c'est-à-dire plusieurs voix. Maintenant, passons à peut-être ce qui est le plus important pour ceux d'entre vous qui ont du mal à passer le cap entre l'expression de soi et la narration, c'est-à-dire le moment où on est vraiment tourné vers le lecteur. La chose la plus importante, c'est que parmi ces masques qui sont dans le lieu de la fiction, le masque le plus important, c'est peut-être le masque du narrateur. Et oui, le narrateur, ce n'est pas vous. En fait, il y a vous en tant qu'auteur, il y a le narrateur qui porte l'histoire, et il y a le lecteur, et il y a les personnages. Vous voyez bien qu'il y a auteur, narrateur, personnage, lecteur. En fait, vous n'avez pas une relation directe avec vos lecteurs, il y a plusieurs intermédiaires qui vous permettent de porter la parole que vous voulez porter à votre lecteur. Et ça peut être très très fécond de voir le narrateur comme un personnage, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est doté d'une réalité et de traits précis. C'est quelque chose qui va donner du liant, va donner un ton, va donner une voix, va donner une force à votre récit. Ça peut vous aider par exemple d'imaginer votre narrateur comme Monsieur Loyal. Monsieur Loyal est ce personnage dans le cirque qui faisait la liaison avec sa voix tonitruante entre les numéros. Un autre exemple, plus précis cette fois-ci, c'est la série télé The Twilight Zone, la 4e dimension. Cette série télé de 1959 en noir et blanc, qui est une des premières grandes séries télévisées, et qui reste une des meilleures séries télévisées. En fait, c'était une série télé où il y avait à la fois une voix off, et parfois l'auteur même de la série qui apparaissait en ouverture et en clôture de l'épisode. Ce qui fait que la narration est toujours portée par une voix. Concrètement, pour vous, un exercice intéressant, ça peut être de faire une fiche de personnage qui n'est pas pour un des personnages, mais qui est pour le narrateur. Déterminer son attitude, sa nature, la dynamique qui lie son attitude et sa nature, et sa biographie. Alors bien sûr, vous pouvez penser que c'est aller un peu trop loin, et cet exercice ne s'impose que si vraiment vous avez du mal à trouver la voix du narrateur. Ça peut être un exemple pour animer ce narrateur si vous avez du mal à le trouver naturellement. Pour prendre un exemple dans la littérature plus classique, pensez à la Chartreuse de Parme. Alors, je précise, je sais que parmi vous, il y a des procrastinateurs de génie qui, m'entendant dire ça, ont appuyé sur le bouton pause, sont allés chercher dans leur bibliothèque la Chartreuse de Parme, et ont décidé, avant de se mettre à écrire, de relire au moins 2 fois la Chartreuse de Parme. Ne faites pas ça. Enfin, bien sûr, si vous avez mis pause et que vous revenez après 8 heures de lecture, c'est trop tard. Mais ne faites pas ça. Je vous recommande simplement de relire les 3-4 premières pages de la Chartreuse de Parme en étant très attentif au narrateur. C'est-à-dire comment Stendhal donne une voix au narrateur qui, par exemple, parlant du personnage principal, dit « notre héros ». Il crée cet espace de complicité et d'échange avec le lecteur. C'est un exemple beaucoup plus classique, mais vous voyez comment un bon narrateur, bien choisi, ça fait fonctionner le récit, qui sinon, en fait, est quelque chose qui peut être très atomisé.